Mesdames, Messieurs, les organisateurs de ce colloque m'ont demandé d'être là aujourd'hui pour apporter un autre regard sur l'ours polaire, celui des Inuits. Et je les remercie. L'ours est une figure animale très intéressante, à facettes multiples, qui suscite chez les Inuits des sentiments contradictoires. Dans le temps qui m'est imparti, je ne pourrai pas aborder toutes ces facettes. Je ne pourrai que passer en revue ces traits caractéristiques les plus saillants, de rappeler ce qui caractérisait ces relations avec les Inuits dans le passé et quelle est la situation actuelle. Avant de continuer, et pour ne pas oublier, je dois rappeler que partout sur les terres habitées par les Inuits et Yugit, de la côte est du Groenland jusqu'en Chukotka, en passant par l'Arctique canadien et l'Alaska, l'ours polaire porte le même nom, Nano, quelle que soit la langue ou le dialecte inuit ou yupik, indice de son caractère archaïque. C'est un terme figé, inaccessible à l'analyse morphosémantique. On sait ce qu'il désigne, l'ours polaire Ursus maritimus, mais on ignore ce qu'il signifie. La pensée sous-jacente, plus explicite, se dévoile dans d'autres registres que la langue profane. Et on verra ça lorsqu'il sera question de l'ours et des chamans. Je dois maintenant situer mon travail. Après un mémoire d'ethnologie consacré aux relations des Inuits avec l'ours polaire à partir des sources ethnographiques, qui a débouché sur une publication, mon premier terrain, pour lequel j'avais choisi la communauté d'Igloolik, a été en partie consacré à cet animal. Et je suis très heureux de savoir qu'il y a des représentants de la communauté d'Igloolik ici. Je m'intéressais en particulier à la manière dont il était perçu, ce que les Inuits connaissaient de sa vie, comment il était nommé et classé au sein de la faune. Pour ceux qui ne sont pas familiers de la géographie de l'Arctique canadien, Igloolik est une ville, alors là vous avez la carte de l'Arctique américain, et on avance. Alors Igloolik est une île et une communauté située entre l'extrémité nord-est du continent américain, nord-américain, la péninsule de Melville, et je vais rapprocher. Alors je n'ai rien pour, mais je pense que vous pouvez lire. L'île d'Igloolik, donc située entre la péninsule de Melville et la terre de Baffin. Ok, donc, ouais, ça c'est l'île d'Igloolik. Selon les sources archéologiques, la région a été occupée sans discontinuer par les prédécesseurs et ensuite les ancêtres des Igloolik actuels, sans discontinuer, au moins depuis 4000 ans, en raison de la richesse de ces ressources fauniques. Par la suite, j'ai élargi mon champ d'investigation à l'ensemble de la faune, mais l'ours restait toujours présent dans un coin de ma tête. Le fait d'être invité à faire une présentation dans ce colloque m'a donné l'occasion de me replonger dans mes notes et dans mes souvenirs. Donc, il se peut que je n'ai pas continué la recherche spécifiquement sur l'ours depuis plusieurs années, donc je pense qu'il y a des gens ici qui pourront apporter des informations, qui pourront compléter en tout cas ce que j'ai dit avec des informations plus récentes. Lors de mes recherches, j'ai eu la chance de rencontrer un certain nombre de personnes nées à l'époque où la chasse était encore quasiment l'unique moyen de subsistance et où le système idéologique dominant était le chamanisme. Des gens qui sont nés à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Et je considère comme un privilège qu'ils aient accepté de partager avec moi, ne serait-ce qu'une partie de leur connaissance de la faune et de leur pays. Je profite de l'occasion qui m'est donnée ici pour remercier tous ces Inuits, jeunes, moins jeunes, vieux, très jeunes, hommes, femmes, enfants, qui ont bien voulu me donner à voir, me faire comprendre et me faire partager ce qui fait l'originalité de leur existence et de leur culture. Alors là, vous avez un détail de l'Igloolik. Alors ces cartes
En fait, je les ai photographiés dans une maison dans laquelle je résidais, et très souvent, dans les cuisines ou dans les salons et des maisons inuites, il y a des cartes, les gens se servent beaucoup pour se repérer, pour pouvoir faire des récits sur les expéditions, etc. Juste une petite image. Alors, pourquoi j'ai choisi cette photo? Parce que ici, là, vous voyez le centre de recherche, c'est un peu le Research Lab d'Igloolik, qui fait partie des, je crois, de 3 laboratoires de recherche qui ont été installés dans l'Arctique dans les années 70, et qui est devenu depuis quelques années un centre de recherche sur l'ours polaire en Nunavut. Alors, ce vieux monsieur que vous voyez sur cette photo et sur l'autre s'appelait Noa Piugatuk. C'était un aîné très connu, né au début du XXe siècle et décédé en 1995. Il a connu la vie dans les campements de chasse, avant l'installation dans sa région des comptoirs de traite et avant l'arrivée des missionnaires, dans les années 1930. Enfant et adolescent, il a dû se soumettre à une série de rites qui lui ont permis d'accéder au statut de chasseur accompli, notamment après avoir capturé son premier ours polaire. Pour ses premiers gibiers, il ne devait pas se servir d'armes à feu, mais d'un arc ou d'un harpon. Extrêmement savant, mais extrêmement modeste aussi, il était le prototype des hommes capables de poursuivre un caribou à pied pendant des heures, voire des jours sans relâche, et aussi d'attaquer un ours polaire, faute d'un armement plus approprié, avec pour seule arme un couteau ou un harpon. Ces chasseurs à l'ancienne alliaient force physique, compétences synégétiques, habileté manuelle et connaissances intellectuelles. Ils avaient une perception globale de leur environnement naturel et humain, une compréhension croisée des phénomènes qui s'appuyaient à la fois sur leur propre expérience naturaliste et synégétique extrêmement fine, sur les récits mythiques entendus auprès de leurs aînés et sur les pratiques rituelles qu'ils avaient eux-mêmes expérimentées. Maintenant, je vais dire quelques mots sur les différences de perception de l'ours polaire. Assurément, les Inuits et les Occidentaux n'ont pas la même perception de l'ours polaire, et pour cause, leurs expériences sont diamétralement différentes. Pour les premiers, l'ours polaire fait partie du décor. Ils le côtoient depuis des centaines et des milliers d'années et ont acquis, de ce fait, une expertise sans égale. Ils partagent la même histoire, au cours de laquelle ils ont noué avec lui des relations multiples. Par la force des choses, les Occidentaux entretiennent avec l'ours polaire une relation beaucoup plus distancée. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne vais pas non plus faire l'historique de leur relation. D'autres intervenants s'en chargeront, je pense. Je vais juste montrer quelques exemples comment différents acteurs, médias, entreprises, scientifiques, écologistes, politiques, publicitaires, se sont emparés depuis quelque temps de l'ours polaire pour faire passer leur message, quitte pour certains à dénaturer la réalité. On voit que l'ours polaire est devenu un symbole à la manière du panda géant ou du rhinocéros blanc il y a quelques dizaines d'années, mais avec un éventail de messages beaucoup plus large. Pour commencer, voici une image cliché qui est une carte postale de King of the Arctic. C'était cette image collée à l'ours pendant des décennies. Alors, à moins que ça veut dire le king qui se trouve au sommet de la pyramide alimentaire, effectivement, de la chaîne alimentaire, cette image est complètement révolue et en fait, elle a laissé la place à d'autres représentations, comme ces messages commerciaux avec une volonté d'être identifiés au symbole de l'Arctique. En bas, vous pouvez lire le message « Strong enough to be the best, the Bank of Greenland ».
Un autre message, l'emblème de l'ours qui est utilisé par la compagnie aérienne Canadian North. Et là, vous avez un message commercial beaucoup plus obscur, qui est l'œuvre d'une entreprise de recyclage des appareils électroménagers, qui s'appelle Ecosystem, avec la légende « La nature n'a pas besoin de votre vieille machine à laver ». Je capte toujours pas, c'est extrêmement bizarre. Avec un ours, effectivement, un pauvre ours en train d'être essoré dans une machine. Il y a aussi des messages à vocation environnementaliste, qui sont légion, vous voyez un certain nombre, avec parfois une certaine manipulation des images, où on montre comme ce groupe familial sur un pont de glace, et dont on a appris par la suite qu'en fait, il n'était pas si en perdition que la photo le laissait craindre. D'autres? Voilà, d'autres messages. Alors, je pense que les participants à ce colloque nous apporteront des informations sur, le statut de l'ours en tant que gibier et sur les menaces qui pèsent éventuellement sur la chasse à l'ours par des autochtones. Voilà. Alors, voilà. Et maintenant, je passe. Donc, cette liste, évidemment, n'est pas exhaustive. Alors maintenant, on voit qu'on est très loin de l'image de ce que l'ours polaire représente pour les Inuits. Alors avant de nous placer du point de vue des utilisateurs autochtones des ressources phoniques, voyons ce qu'il en est de l'utilisation officielle de l'image de l'ours polaire en Nunavut. Là, je pense qu'il y a aussi des personnes qui pourront nous apporter un complément d'information. On constate sur les armoiries du Nunavut qui est-ce qui représente la faune? Vous avez d'un côté le caribou tuktu qui représente les animaux, les mammifères, les gibiers terrestres, Nunamiotait, Umayut Nunamiotait, Nerjotit Umayutait, et à son opposé, le narval qui représente à l'inverse les animaux, les gibiers marins. Alors, je suppose que si on laissait le choix aux Européens ou aux Américains, l'ours aurait une place de choix sur ces armoiries. Alors, ce qui m'intéresserait d'apprendre, c'est quelle est l'origine de ce choix. Il y a peut-être ici des personnes qui pourront nous éclairer là-dessus. Je suppose qu'il est le résultat d'une consultation auprès de la population inuite, et en tout cas, il me paraît tout à fait conforme à la vision qu'ont les gens de la faune et de leur milieu naturel. En revanche, l'ours polaire n'est pas pour autant complètement absent de l'héraldique du Nunavut, car, comme vous pouvez le constater, il figure comme son emblème officiel. Le détail est ici, l'image est de très mauvaise qualité, c'est le bâtiment du gouvernement qu'on appelle avec lui « the Blue Building », donc avec ce même emblème. Maintenant, je vais parler du statut synégétique de l'ours polaire. Activité humaine essentielle par ses enjeux, la chasse qui consiste à prélever des animaux sauvages a toujours été réglementée chez les Inuits, c'est-à-dire qu'elle obéissait à un certain nombre de règles qui régissaient la capture, le traitement de la dépouille et l'utilisation des produits. À l'époque chamanique, avec d'autres grands gibiers, l'ours polaire faisait l'objet de traitements rituels spécifiques qui avaient pour vocation de le rendre bien disposé à l'égard du chasseur et de sa famille. Il est intéressant que dans le cas de l'ours, ce traitement était sexué, c'est-à-dire qu'il différait selon qu'il s'agissait d'un mâle ou d'une femelle. Certaines parties de son corps recevaient des honneurs et des cadeaux, là aussi en fonction du sexe et de l'animal. On donnait à boire à l'ours mort, car vivant au milieu, dans le milieu marin, il souffrait de soif.
Ces prescriptions portaient sur la manière de traiter l'ours et non sur le fait de le tuer ou non. Aujourd'hui, une autre réglementation gouverne la chasse à l'ours polaire, imposée de l'extérieur et obéissant à d'autres logiques. L'ours polaire est l'un des rares animaux au Nunavut dont la chasse est soumise à la réglementation, même pour les Inuits. Les autres sont le morse, le narwal, dans certaines régions le beluga et la baleine boréale. C'est-à-dire qu'un certain nombre de restrictions limitent les prélèvements. Je vais passer rapidement sur le système de quotas qui fixe pour chaque village le nombre d'ours pouvant être prélevés. Alors, je pense que c'est l'organisme dont vous voyez ici le sigle, Rekertalok Wildlife Board, ou Mayulari Kune, Mut Katimaina, donc qui fixe le nombre d'ours qui peuvent être prélevés pour chaque communauté, qui est fixé en fonction de la situation de la population ursine que les biologistes évaluent pour chaque région. À Igloolik, pendant des années, le quota était fixé à 18 ours, et récemment, il a été relevé à 21 animaux, donc plus 3. Et cette population globale est séparée en deux parties. Une partie qui est chassée dans le Fox de bassin, donc le nord de la baie d'Hudson, et l'autre dans le Gulf of Boothia. Une autre restriction concerne l'âge et le sexe. Sont protégés les jeunes jusqu'à l'âge d'1 an, ainsi que les groupes familiaux, femelles accompagnées d'oursons. Par ailleurs, les chasseurs sont fortement incités et épargner les femelles, même non accompagnées. Alors, il y a des brochures d'information qui sont distribuées par les services de Wildlife Services, qui sont censés, à partir des éléments fournis par des chasseurs compétents, qui sont censés fournir des informations sur la manière de reconnaître les différentes catégories d'ours, en fonction des traces, de la forme des traces, de la manière de se déplacer, de la silhouette. Oui, alors ces brochures sont éditées en bilingue, anglais et inuktitut. Mais je suis persuadé que rien ne peut remplacer l'expérience acquise auprès des aînés. Et il est vrai que l'intérêt du chasseur est de capturer plutôt un grand mâle dont la peau aura théoriquement plus de valeur, même s'il y a d'autres critères qui rentrent en ligne de compte, comme sa qualité esthétique, couleur, la beauté du poil, la qualité du travail, etc. Concomitant avec l'âge et aussi la taille de l'ours, la peau doit dépasser pour l'ours polaire 1,60 m pour être légale. Une autre restriction concerne la saison de la chasse. Même pour les Inuits, la chasse est fermée pour l'ours c'est-à-dire elle est ouverte plutôt du 31 octobre jusqu'au 31 mai, et pendant les mois de fin du printemps et l'été, l'ours ne peut pas être chassé. Aucune de ces considérations ne correspond aux préoccupations qu'avaient les Inuits jadis. En effet, cette approche quantitative, en quelque sorte comptable, censée favoriser la préservation des espèces animales, est tout à fait étrangère à la pensée inuite traditionnelle. Elle est réfutée par certains aînés qui ont grandi dans un autre contexte idéologique, dans lequel d'autres types de garde-fous permettaient de se prémunir contre les excès dans les prélèvements. Par exemple, l'obligation légale d'épargner systématiquement les oursons de la catégorie Attertalark ou Attertark, donc des oursons et des jeunes ours, pourtant pourvus d'une chair délicieuse et d'une fourrure soyeuse, a le don d'exaspérer la plupart des aînés. Pour eux, le bien-être des populations animales relève d'un tout autre registre. Les chasseurs inuits s'assurent la disponibilité des gibiers par un comportement respectueux. Le système de quotas soulève d'autres récriminations qui sont d'ordre politique et identitaire. Ces aînés contestent la légitimité des restrictions imposées de l'extérieur à différents titres. La contestation porte sur la justesse de certains savoirs scientifiques, et certains aînés contestent les conclusions des chercheurs en avançant plusieurs types d'arguments. Par exemple, le fait que les chasseurs inuits sont présents sur le terrain toute l'année
et ont de ce fait une vision plus juste des réalités. Et d'autre part, leur savoir porte sur de plus longues durées, sur des longues périodes, ce qui n'est pas vrai pour des scientifiques. Certains aînés ressentent explicitement la réglementation imposée de l'extérieur comme vexatoire, comme une marque de défiance à leur égard, défiance par rapport à leur capacité d'utiliser de façon raisonnée leurs ressources phoniques. Je dois dire que le discours off de certains wildlife officers est assez édifiant à cet égard, et certains pensent que c'est grâce à eux que les populations animales ne sont pas décimées. Or, lorsque des conduites inappropriées se produisent, comme gaspillage de la venaison ou harcèlement gratuit des animaux à l'aide de véhicules motorisés, elles sont publiquement condamnées par la communauté et les contrevenants rappelés à l'ordre. Tout dans l'éducation des jeunes Inuits tend à leur faire comprendre leur responsabilité à l'égard de la faune. Maintenant, je vais dire quelques mots sur la participation des Inuits aux recherches sur le terrain, où là aussi deux logiques s'affrontent ou s'opposent. En premier lieu, donc, la tendance est à faire participer de plus en plus les chasseurs inuits au programme de recherche et de collecte de données, et aussi à accorder un crédit plus important à la qualité des connaissances que détiennent les Inuits. En revanche, dans ce domaine s'opposent deux conceptions de la nature, celui des recherches que mènent les biologistes sur le terrain et qui consiste à marquer des animaux capturés mais vivants, notamment les ours, et à prélever des échantillons de leur corps. Pour certains aînés, cela revient à les maltraiter, à leur manquer de respect. En dépit des critiques, des Inuits plus jeunes participent volontiers à ces programmes. Il s'agit d'un travail intéressant, excitant et bien rémunéré, qui permet de voyager à travers un vaste territoire, tout frais payé. Je ne pense pas que ces plus jeunes partagent les appréhensions de leurs aînés. Et il serait intéressant de savoir dans quelle mesure ceci donne lieu à des échanges de points de vue au sein des familles. Alors, donc, il y a aussi des brochures qui incitent des gens à la fois à collecter des informations, à les transmettre. Il y a un système de questionnaires que les chasseurs sont censés remplir. Alors, la participation des Inuits à ces programmes de recherche prend la forme, prend plusieurs formes. Le plus souvent, ils sont guides et accompagnateurs qui s'occupent de l'intendance, et ils participent aussi à la capture et au marquage des animaux, et on m'a montré assez souvent les périples des gens, des jeunes qui ont accompagné des biologistes à travers le territoire. Et d'autres prennent part à l'analyse des échantillons obtenus sur le terrain, comme justement au centre de recherche d'Igloolik, où une jeune biologiste inuite, en tout cas l'année dernière, qui analysait des échantillons récoltés par les chasseurs. Alors, selon l'actuel directeur du centre de recherche, Peter Hale, les techniques de capture ont évolué. On ne pose plus de colliers émetteurs, ou moins, dont l'un des inconvénients était d'anesthésier les animaux, avec toutes les risques afférents. Aujourd'hui, la tendance serait de tirer des fléchettes qui, en tombant sur le sol, prélèvent des petits échantillons d'ADN. Mais ces techniques ne livrent pas le même type d'informations que les méthodes classiques, et elles non plus, elle n'est pas exempte de critiques qui portent sur le maltraitance infligée aux ours. Quelle est l'idée derrière ces critiques? L'idée, c'est qu'on ne doit pas jouer avec les animaux, avec le mot pingwarter. On ne doit pas jouer avec des animaux, c'est-à-dire, si je devais schématiser, je dirais, soit on chasse et on tue un animal dont on a besoin pour se nourrir et se vêtir, soit on le laisse tranquille. C'est cela une relation normale entre les humains et les animaux, du point de vue des Inuits.
Voici un autre exemple du fossé qui sépare écologiquement responsable tel qu'il est conceptualisé par les Occidentaux du culturellement licite du point de vue des Inuits. Là, je quitte le terrain des ours, mais c'est quelque chose qui revient de plus en plus. C'est la pratique à la mode qui consiste à attraper le poisson pour le relâcher aussitôt. C'est ce qu'on appelle la catch and release, et ce qui paraît complètement aberrant aux Inuits. Pour être licite, porter atteinte à l'intégrité physique d'un animal doit être motivé par des besoins impératifs des humains. Maintenant, je vais passer au chapitre chasse à l'ours. Ce qu'on constate, c'est que l'ours polaire qui est un super prédateur, comme tout le monde sait ici, l'ours polaire est un animal rare et un gibier, par conséquent, un gibier rare pour les Inuits. Il n'est donc d'aucune manière un gibier, ce qu'on appelle bread and butter species, qu'on pourrait traduire en français notre pain quotidien. C'est un gibier assez exceptionnel. Alors, pendant des siècles, les Inuits chassaient l'ours avec un épieu ou un harpon. Et là, je vous présente une série de dessins qui datent du début du XXe siècle. Ici, c'est un dessin qui est tiré de Rasmussen, qui a été collecté. Ah non, d'accord, ça c'est la côte est du Groenland, mais il y en a aussi une série. Vous voyez, ce qu'on constate, un ours qui est chassé à l'aide de chiens. Et ça me donne l'occasion d'insister sur la relation extrêmement forte qui unissait le chien et l'ours, non seulement dans les pratiques synergétiques, mais aussi dans le système de représentation. Mais je n'aurai pas le temps d'aborder ce sujet. Alors là, un autre dessin qui vient de la côte est du Groenland. Alors, on a l'impression que l'ours est plutôt en train, soit il médite, soit il regarde un aglou, un trou de respiration, et le chasseur lui arrive dessus, derrière. Là, on est clairement dans une situation de chasse. Là, on voit on voit l'action des chiens en tant qu'auxiliaire de chasse qui permettent de bloquer l'ours en attendant que le chasseur les rejoigne. Ici, un très beau dessin d'un groupe familial donc, qui serait actuellement que les Inuits n'auraient pas le droit de chasser avec une ours et un jeune. L'arme utilisée est probablement, si je vois bien, un harpon. Chasser l'ours avec des armes de cette sorte présentait un certain nombre de dangers, comme vous pouvez constater ces dessins. Et enfin, on voit un groupe de personnes qui rentrent avec un ours. Alors, avant de commenter ces dessins, je vais revenir donc sur les igloos inuits qui traditionnellement ne pratiquaient pas la chasse à l'ours polaire à grande échelle comme cela se faisait dans le nord du Groenland ou dans certaines régions de l'Arctique occidental canadien. Peut-être pour des raisons techniques, équipement peu adapté, manque de chiens, mais aussi, selon certaines sources, pour des raisons idéologiques. Une trop grande proximité avec les humains, en fait. Ils considéraient, par exemple, que la viande d'ours ressemblait fort à la chair humaine. À vrai dire, la ressemblance physique avec un ours nu, débarrassé de sa peau, est étonnante. Et tout à l'heure, on verra quelques photos où, effectivement, cette ressemblance est frappante. Les personnes qui, jadis, pour leur malheur, avaient dû, pour survivre, commettre des actes de cannibalisme, ne devaient plus jamais manger de l'ours, au risque de garder le goût pour la chair humaine. Alors, certaines zones sont connues pour être fréquentées par les ours. C'est donc là où on va les chercher. Dans la région d'Igloolik, 2 zones sont chassées en priorité, comme je l'ai précisé tout à l'heure. Le nord du bassin Fox, donc le nord de la baie d'Hudson, et la banquise à la sortie occidentale du détroit Furian-Hecla.
La chasse, à proprement parler, commence par la recherche des indices de la présence des ours, notamment leurs traces, mais aussi leurs excréments. Il faut savoir les lire, en tirer des informations pertinentes sur l'animal, son sexe, son âge, son état physique, la fraîcheur de son passage, l'allure et la direction qu'il a adoptée, etc. Car il est inutile de se lancer dans une traque effrénée sur des traces trop vieilles ou poursuivre un jeune ou une femelle, sachant que les chasseurs sont fortement encouragés à ne prélever que des mâles adultes, comme je l'ai dit, et c'est même une obligation légale pour certaines catégories. C'est dans ces circonstances qu'avoir des connaissances approfondies s'avère avantageux et déterminant. Un vieux compagnon à moi, lui, le parec des Glouliques, était très content de me raconter comment il a pu tuer un ours qu'il a su identifier comme mâle pendant que les autres chasseurs présents restaient hésitants. À l'approche de l'animal, il faut savoir anticiper ses réactions de fuite ou d'agressivité. À l'époque où l'ours était chassé au harpon ou à l'épieu, comme on vient de le voir sur les dessins, le chasseur avait intérêt à bien connaître son comportement. Malgré cela, l'entreprise n'était pas sans risque. Maintenant, je vais parler rapidement de ce que cela représente de capturer son premier ours, Nanoreutok, the first bear. Même à l'époque actuelle, tout premier gibier tué par un jeune garçon est marquant et constitue un événement. Mais l'ours polaire figure sans aucun doute en haut de la liste. L'événement est suffisamment important pour faire la une des journaux. Ici, on a plusieurs coupures de presse de Nunatsiaq News avec des jeunes garçons, parfois âgés de 7, 8, 9 ans, qui ont capturé le premier ours avec l'aide, bien sûr, d'un adulte, le plus souvent de leur père ou d'un oncle. Et il s'agit clairement des rites de passage importants. Alors, j'ai eu la chance d'assister en direct, dès mon premier séjour à Glouliques, il y a plus de 20 ans de cela, à un tel événement. Alors, je vais passer en revue plusieurs photos où on voit donc le chasseur. On est parti d'Glouliques début mai, en direction de l'ouest, dans une région où les chasseurs savent que les ours sont présents. 2 skidoo, 3 adultes et un jeune garçon de 8 ou 9 ans. Alors, voici quelques photos. Et vous remarquerez l'habit d'hiver entièrement en peau de caribou et en peau de phoque. Et ici, le père avec son fils, qui déjà sont habillés un peu moins, disons, avec des vêtements de type européen, occidental. Et la recherche qui commence, on commence à rechercher les premiers indices de l'ours, c'est-à-dire les traces, à les étudier et ensuite à les suivre en espérant rattraper l'ours. Alors l'examen consiste à les évaluer visuellement, mais aussi à les toucher pour sentir quelle est la mollesse de la neige, pour en déduire la fraîcheur du passage de l'ours. Alors voilà. Alors cette chasse s'est terminée par la mort d'un jeune mâle de 4 ans à peu près, qui a été tiré avec ce jeune garçon, Judah, qui est derrière, assis sur le skidoo, derrière son ours. Alors là, commence un travail assez délicat et assez important, qui consiste donc d'abord à enlever la peau de l'animal et ensuite, alors vous avez toute la chaîne opératoire. Hein. Les premières photos sont floues parce que mon appareil a gelé. Et vous voyez, l'ours va être petit à petit, en fait dépouillé. Et là, on va voir peut-être ici, là, le jeune garçon, quand il a vu cet animal privé de sa peau, il a spontanément, il a dit, mais c'est comme un humain. Alors ensuite, il va être vidé.
Donc la viande est bien sûr gardée, elle va être consommée, et la peau, soit la peau du premier os va être gardée par le garçon, par sa famille, sinon, bien sûr qu'elle est vendue. Alors, il y a sûrement des gens qui vont nous donner des informations plus précises sur la valeur de la peau d'ours. Pendant des années, c'était à peu près $100 un pied. Donc ça veut dire $300 pour un mètre. Un ours qui faisait 7 pieds, c'est déjà un bel ours. Vous voyez, ça ne va pas chercher très loin, en fait. Je parle des prix sur place. Donc, ce n'est pas la motivation économique n'est pas le moteur principal. Ça, c'est absolument certain. Ce qui se passe, donc, la peau est gardée. Les crânes sont maintenant rachetés par Wildlife Service pour des besoins de recherche. Et quelques canines sont vendues au touristes de passage. Attention, il faut un permis CITES pour exporter la moindre parcelle du corps de l'ours polaire. Donc, économiquement parlant, il est plus avantageux de céder les bracelets à un chasseur étranger. Alors, chaque communauté décidait, c'est-à-dire les Hunters and Trappers, décidait de la répartition des bracelets entre les chasseurs locaux et ce qui pouvait être offert à des chasseurs étrangers. J'ai appris l'année dernière qu'à Igloolik, il n'y avait plus de chasse, ce qu'on appelle la chasse sportive ou la chasse de trophées. Les gens appellent ces gens de chasseurs, ils les appellent Kinauia Kartuit ou Kinauia Likjuat, ceux qui ont beaucoup d'argent, hein, parce qu'il faut beaucoup d'argent. Chasser l'ours polaire coûte beaucoup d'argent, il faut payer le guide, il faut payer la taxe d'abattage et il faut acheter des vêtements, etc. Donc, on m'a parlé des sommes assez incroyables, mais qui me paraissent assez réalistes, comme 50 et plus $1000 pour chasser l'ours. Alors, je ne sais pas quelle est actuellement la situation sur le marché. Est-ce qu'il y a plus d'offres que de demandes ou inversement? Je sais qu'en France et en Europe, il y a beaucoup de gens qui seraient intéressés par cette chasse. Donc, il y a sûrement les représentants du gouvernement qui pourront nous en dire plus. Alors, il y a aussi une autre différence dans la perception de l'ours qui apparaît entre les cradonates, les blancs et les inuits. On la voit dans le choix des calibres qui sont utilisés par les uns et par les autres. Les chasseurs dits de trophées ou dits sportifs recourent à des munitions extrêmement lourdes et puissantes qui sont utilisées pour les gibiers lourds africains, genre buffle, rhinocéros, il y en a presque plus, mais enfin des animaux extrêmement disons, puissants en termes de masse. Alors à l'inverse, tout en connaissant la puissance de l'ours et sa dangerosité potentielle, les Inuits utilisent couramment des tout petits calibres, dont en Europe ou en Amérique, on ne voudrait même pas pour le chevreuil, parce que c'est pas l'arme, c'est pas le calibre qui compte, c'est la façon de chasser, c'est-à-dire de connaître son anatomie, de bien placer sa balle et de s'approcher de plus près. Donc voilà, et ça fait rigoler quand on voit débarquer certains types qui sont armés un peu comme s'ils partaient à la guerre. Alors, il y a quelques années, donc depuis des décennies, on ne chasse l'ours polaire, les Inuits, j'entends, qu'à la carabine, qu'à l'arme à feu, mais il y a quelques années, un Inuk, je crois de Coal Harbor, ça a l'air qui voulait chasser l'ours à l'aide à l'épieu, c'était pas clair dans les articles, à l'épieu ou au harpon, et ceci a suscité une polémique extrêmement forte dans les médias, dans le journal, avec des opinions pour et des contre, mais extrêmement violentes. D'un côté, pour dire c'est son droit, c'est une chasse traditionnelle, et de l'autre dire c'est une honte à l'époque où on a des armes à feu. En fait, il y avait tout un éventail d'arguments et de contre-arguments contre cette chasse, et je ne sais pas comment ça s'est terminé. Alors, vous voyez, donc il y a une série d'articles. Alors maintenant, un autre aspect de l'ours polaire.
l'ours polaire est considéré comme celui qui fait peur. Donc c'est quelqu'un, c'est un... en fait, c'est un intrus qui a l'habitude, qui est attiré par les humains, par leurs activités, puisqu'il est intelligent, et donc qui s'intéresse, qui aime aussi piller des pots de nourriture, etc. Et ce thème-là, on le trouve dans la tradition orale et on le trouve aussi dans la réalité actuelle. Alors ici, vous avez un dessin donc, qui a été collecté par Knut Rasmussen dans la région d'Igloolik, et on voit un ours qui pénètre sous la tente et qui s'empare d'un enfant poursuivi par des chiens et par des adultes. Alors ce que vous voyez ici, c'est un kit anti-ours qui m'a été montré par un jeune homme d'Igloolik, de la famille où j'ai séjourné, qui lui a été donné par son père, puisqu'il arrive que les ours s'approchent non seulement des campements, mais même du village, et ils rentrent dans la ville, je vais en dire 2 mots tout de suite. Donc il lui a donné ces kits qui consistent en un stylo et de cartouches ou comment on appelle ça, c'est des cartouches à gaz qui sont soit détonants, soit qui projettent de la fumée, etc. Pour ne pas avoir à recourir à l'arme à feu. Alors, donc cette intrusion de l'ours dans l'espace domestique domestique humain, évidemment, ça a toujours existé, et l'ours et le chien gardaient toute sa place comme pour l'effaroucher, pour le tenir à distance et comme sentinelle. Les aînés se rappellent que dans leur jeunesse, lorsque la proximité des ours devenait trop pesante, les gens préféraient s'en aller, lever le camp et partir plus loin. Alors, donc vous avez ça. Alors, ce que je vous montre ici, c'est ce qu'on appelle une cabane ou iglukuluk ou une cabane qui, je n'ai pas la carte ici, donc qui est située sur une des îles entre la terre de Baffin et la péninsule de Melville, et qui sert de relais pour des chasseurs qui vont chasser l'hiver, qui vont chasser l'ours. Alors, il y a plus de 10 ans, on s'y arrêtait, des amis et moi, et cet iglukuluk était tout à fait en état de marche, comme un bris, avec des vitres aux fenêtres. Et l'année dernière, on l'a revisité, cette petite cabane, et comme vous pouvez voir, les vitres sont cassées, et apparemment les ours visitent ce lieu disons, avec une certaine assiduité et fréquence, et ce qui rend ce lieu, l'hiver en tout cas, inutilisable ou difficilement utilisable. Et je me rappelle qu'il y a plus d'une dizaine d'années, quand on s'est arrêté ici, mon ami Louis nous a demandé, ce qui ne se fait jamais, il nous a demandé de laisser les armes, les fusils chargés dans l'entrée. Et je me suis dit, c'est bizarre, ça va complètement à l'encontre des pratiques de sécurité avec les armes à feu. Et en fait, c'est qu'il savait qu'il y a des ours qui rôdaient, qui pouvaient rôder dans les parages, et donc il voulait qu'on puisse parer à toute éventualité. Alors voilà, et les ours maintenant ils peuvent débarquer de la banquise dans la toundra et approcher des campements. Ici, vous voyez un ours. C'est pas ma photo, malheureusement. Moi, c'est l'ours mort. Cette photo a été prise par Marie Villard. Alors, j'ai quelques minutes encore. Bon, je pense que je fais comme ça le tour. J'ai passé en revue les différents aspects. Il y en a d'autres dont on n'a pas parlé pour l'instant. C'est que l'ours polaire a joué un rôle très important dans le système de pensée chamanique. Ce qui le caractérisait, c'était ses relations extrêmement étroites avec des grandes puissances tutélaires. Mais on n'a pas le temps de l'évoquer. Il était aussi extrêmement lié avec le chaman. Là non plus. Dans ce tableau, vous voyez quelques
quelques expressions qui étaient utilisées pour lui dans la langue courante, dans la langue chamanique et dans la langue poétique. Et là, on voit que ces termes qui ne sont plus, qui sont accessibles en fait à l'analyse sémantique, ce que le terme nanourk n'est pas, et le terme pour l'ours, l'autre type d'ours, qui sont les ours terrestres, bruns ou noirs, akhlaq non plus. Alors voilà une image où le chaman devait passer par une mort symboliquement, être dévoré par un ours pour acquérir son pouvoir chamanique. Ici on a... où est-ce que c'est ? Là, ici, l'ours en haut, il faisait partie des esprits, des protecteurs d'un chaman. Là, on a un bel exemple de Topelark, qui était une petite sculpture en bois d'un ours et qui était utilisée par le chaman comme projectile, qui était envoyé, qui était dirigé contre ses ennemis, avec l'idée qu'il prendrait forme d'un ours et qu'il pourrait dévorer l'adversaire. Dans la tradition, on n'a pas le temps non plus, et ce qui est très fréquent, c'est le thème de l'adoption de l'ours par une femme, ou, et là on n'a pas le temps non plus, ou d'une ours adoptant un enfant. Cette photo-là n'est pas de moi non plus, elle est de Christian Morel. Et pourquoi, pourquoi je veux la passer? Dernière chose, dernier point, c'est que l'ours polaire, il y a l'ours polaire, mais il y a aussi d'autres types d'ours dans certaines régions de l'Arctique et qui montent de plus en plus sur la côte, vers la côte arctique. Ici, vous avez un beau spécimen du grizzly. La plupart des groupes inuits connaissent l'ours polaire. Certains connaissent l'ours polaire et l'ours brun ou noir, et comme je vous ai dit, qui portent le même terme akhlaq, et certains ne connaissent que les ours terrestres. Alors, comme il semblerait de plus en plus que la faune du sud monte vers la côte arctique, et ces chasseurs, il y a quelques années, un chasseur de trophées a eu la surprise de tirer ce qu'il croyait être un ours polaire et qui s'est révélé être un hybride, ce qui a été confirmé par les analyses, génétiques. Alors, c'est une très médiocre photo que j'ai prise il y a des années au zoo de Thoiry, au parc zoologique de Thoiry, où ils ont réussi, ça s'est fait, je ne sais pas comment, à se faire reproduire un ours polaire avec, ça c'est la maman ours brun, voilà. Si je peux encore 2 minutes pour conclure. Assurément, l'ours polaire n'est pas un animal comme un autre pour les Inuits. Sa façon d'être, son mode de vie, sa morphologie, sa gestuelle, ses aptitudes, son intelligence facilitent les rapprochements et le prédisposent à faire l'objet de projections et d'identifications diverses. S'il occupe une place à part dans le bestiaire inuit, il ne symbolise pas pour autant à lui seul la faune arctique. Je me garderai bien de faire des pronostics sur l'avenir de l'ours polaire, tellement celui-ci dépend des facteurs hors du contrôle des humains. Si la diminution de la banquise devait se poursuivre, sa situation pourrait devenir délicate. D'un autre côté, personne ne connaît sa capacité d'adaptation. Je n'ai remarqué chez mes interlocuteurs igloo-inuits aucune inquiétude quant à son avenir. J'ai une discussion à ce sujet avec un garçon Taok Imukumark, qui est à la fois un chasseur expérimenté et un officier de la protection de la nature, wildlife officer, qui est tout à fait perméable au discours des scientifiques, et il est persuadé que l'ours polaire est capable de s'adapter et en adoptant des stratégies de chasse alternatives, comme la chasse aux phoques en eau libre à partir du rivage. Quelques rares biologistes semblent partager son point de vue. Dans tous les cas, pas de panique à bord chez les igloo-inuits. Je pense que cette attitude est liée à la perception dynamique que les Inuits ont de la vie en général et de l'existence en particulier, à savoir la foi dans la capacité d'adaptation
des êtres vivants, et ceci rejoint ce que M. l'ambassadeur a dit tout à l'heure, des êtres vivants, humains et animaux, dans un univers en perpétuel mouvement. Alors que se profile de plus en plus la perspective d'un bannissement total ou partiel de la chasse à l'ours polaire, dans l'espoir illusoire de résoudre ainsi ces problèmes, la chasse telle qu'elle est pratiquée par les Inuits aujourd'hui ne représente, à mon sens, aucune menace pour l'espèce. Et comme Monsieur l'ambassadeur, il faut rappeler à cet égard les effets extrêmement négatifs pour les Inuits de l'embargo décidé par l'Union européenne, l'embargo sur des pots de phoque, sur l'importation des pots de phoque, pour des raisons, à mon sens, purement idéologiques, où on mélange tout, les espèces, les techniques de chasse, etc. À mon sens, des menaces bien plus lourdes que la chasse par les autochtones planent au-dessus de la faune arctique. Risque de pollution par hydrocarbures, risque de pollution nucléaire éventuellement, risque lié à la prospection et exploitation minière. Ce qui paraît évident, c'est que l'avenir de toutes les formes du vivant à l'échelle de l'Arctique est lié. L'avenir des sociétés inuites en tant que modèle culturel de chasseurs de subsistance est indissociable de la bonne santé des populations animales. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur l'ours polaire, mais le temps me manque. Donc, je laisse maintenant la place à d'éventuelles questions auxquelles je m'efforcerai de répondre. Merci de votre attention.